70 ans avant que Christophe Colomb ne se perde en cherchant l'Inde, la Chine y était déjà allée. Pas une, pas deux, pas trois, mais 7 fois, avec des navires si grands qu'ils contenaient des villes flottantes. Ils avaient la technologie, la puissance, ils auraient pu découvrir et coloniser l'Europe d'une facilité déconcertante. Ils ne l'ont pas fait. À la place, au sommet de leur gloire, ils ont brûlé leurs cartes, détruit leur flotte et se sont volontairement retirés du monde. Ce n'est pas un échec, c'est l'histoire d'une mort programmée. Nous n'allons pas raconter une histoire oubliée. Nous allons déchiffrer une décision qui explique pourquoi notre monde ressemble aujourd'hui à celui qu'il est. Pour comprendre ce qui a été perdu, il faut d'abord comprendre ce qui a existé. Entre 1405 et 1433, sous les ordres de l'empereur Yongle, l'amiral eunuque Zhonghe a commandé les 7 expéditions les plus ambitieuses de l'histoire de l'humanité de l'époque. Oubliez tout ce que vous savez de la marine de ce temps. La flotte de Zhonghe n'était pas une simple collection de bateaux. C'était une métropole flottante. Plus de 300 navires à chaque voyage. Près de 28 000 hommes. Des marins, des soldats, mais aussi des diplomates, médecins, astrologues, traducteurs et même cuisiniers spécialisés pour cultiver du soja frais à bord afin de lutter contre le scorbut. Le joyau de cette flotte était le Baochuan, le bateau trésor. Les textes parlent d'un navire de plus de 120 mètres de long et 50 de large avec 9 mâts et qui faisait paraître la Santa Maria de Colomb, 26 mètres, pour un simple jouet de bain. Ces expéditions n'étaient pas des sauts de puce. Elles ont atteint le Vietnam, l'Indonésie, l'Inde, le golfe Persique et sont descendues le long de la côte africaine jusqu'au Kenya actuel. Elles ont ramené à la cour de Nankin des ambassadeurs de dizaines de royaumes, des épices, des pierres précieuses et des animaux exotiques qui ont stupéfié la cour. La fameuse girafe ramenée d'Afrique fut vue comme un chilin, créature mythique de bon augure, validant ainsi le mandat céleste de l'empereur. Pendant que l'Europe sortait à peine du Moyen-Âge, la Chine avait une force de projection inégalée sur le globe. La question n'était pas « pouvaient-ils conquérir le monde ?», mais plutôt « pourquoi ne l'ont-ils même pas envisagé ?» La réponse se trouve dans le logiciel mental de la dynastie Ming. Les explorations de Zheng He n'avaient rien à voir avec celles des Européens. Elles n'étaient motivées ni par la curiosité, ni par le besoin, ni même par le commerce au sens où nous l'entendons. Leur but était politique et idéologique. Il s'agissait de manifester la gloire de l'empereur Yongle, qui venait d'usurper le trône, et ainsi intégrer le monde entier dans un système tributaire chinois. Ce système est un code fondamental pour comprendre la Chine. Dans cette vision du monde, la Chine n'est pas un pays parmi d'autres. Elle est le Zhongguo, l'empire du milieu, le centre du monde. L'empereur est le fils du ciel, le seul lien légitime entre l'ordre cosmique et le monde des hommes. La flotte de Zheng He ne venait pas pour conquérir, mais pour inviter. Ce n'était pas vu comme de l'impérialisme, c'était une performance du pouvoir, une opération de soft power colossalement chère. Ce système avait un coût exorbitant et il était au cœur d'une guerre idéologique au sein même de la cité interdite. D'un côté, la faction des eunuques, menée par des figures comme Zheng He. Ils étaient les entrepreneurs de l'Empire. Ils géraient
le commerce, les projets de construction et les voyages. Ils étaient pragmatiques, ouverts sur l'extérieur, et leur pouvoir dépendait uniquement de la grandeur et de l'expansionnisme de l'empereur. De l'autre côté, la faction des lettrés confucéens. Ils formaient l'administration permanente de l'Empire, l'ossature même du système. Pour eux, la société idéale était une société agraire tournée vers l'intérieur. L'harmonie sociale et l'équilibre du budget étaient plus importants que la gloire à l'étranger. Pour ces lettrés, la flotte de Zheng He était une hérésie totale, une aventure dangereuse qui ouvrait l'Empire à des influences extérieures corruptrices. Et, pire que tout, elle donnait un pouvoir immense à leurs rivaux, les eunuques. Tant que l'empereur Yongle était vivant, la flotte était protégée. Mais à sa mort, en 1424, la guerre pour l'âme de la Chine a commencé. Les lettrés confucéens ont gagné. Leur victoire fut totale. Le successeur de Yongle, sous la pression administrative, a ordonné la fin de tous les voyages. En 1477, un eunuque voulut consulter les archives de Zheng He pour repousser une menace mongole. Le ministre de la guerre de l'époque, un lettré, lui répondit que les archives avaient été perdues. En réalité, elles furent très probablement détruites volontairement. S'ensuit des décrets impériaux, comme l'interdiction de construire des navires de plus de 2 mâts, rendant la traversée des océans impossible. La Chine, qui avait technologiquement les capacités d'atteindre l'Amérique, s'est volontairement interdite de prendre la mer. C'est un acte d'auto-amputation inédit dans l'histoire. Parce que dans le calcul des lettrés, la plus grande menace pour la Chine n'a jamais été l'extérieur. Elle a toujours été intérieure. Le chaos, la rébellion, l'instabilité, ils ont sacrifié la puissance globale pour la stabilité interne. Ils ont choisi de renforcer la Grande Muraille plutôt que de maintenir la plus grande flotte du monde. Cependant, la nature a horreur du vide. Le vide de pouvoir laissé par la Chine sur les mers au XVe siècle a créé un appel d'air. Un appel d'air qui a été comblé par l'Europe. L'histoire de la domination occidentale et du siècle de l'humiliation que la Chine subira 400 ans plus tard est née de cette décision. Aujourd'hui, alors que la Chine construit les nouvelles routes de la soie et la plus grande marine marchande du monde, la question se pose. La Chine est-elle en train de reprendre le projet de Zheng He? Cherche-t-elle à recréer un système mondial où les nations ne sont pas conquises, mais intégrées dans sa propre sphère d'influence? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Mais surtout, si vous souhaitez que l'on continue l'aventure ensemble, abonnez-vous. Ciao!